tu ne sais pas communiquer avec une IA. T'as beau parler avec elle, mais à chaque fois tu dois lui faire des rappels, t'as oublié ceci, t'as oublié cela, attention à ci, attention à ça devient insupportable. Mais le problème, c'est pas vraiment l'IA, malheureusement, c'est toi. Avec cette vidéo, tu vas comprendre comment fonctionne la mémoire de n'importe quelle IA, comme Gemini, GPT ou encore Claude. On va comprendre la plus-value d'avoir un grand contexte comme celui-ci avec 1 million de tokens, pourquoi tout le monde se met à la mode là, à quoi ça sert, en passant pour les débutants à la compréhension de la base, ce que c'est qu'un token, ce que c'est qu'une fenêtre de contexte, mais aussi et surtout comprendre comment fonctionne la mémoire d'une IA à travers un seul message, mais aussi le long d'une discussion. J'ai fait des recherches vraiment poussées, de l'exclusivité sur YouTube sincèrement. Cette vidéo est donc faite pour toi qui es débutant ou toi qui es intermédiaire et qui va comprendre. Dans tous les cas, tu vas voir que tu auras vraiment de la plus-value tout au long de la vidéo. Regarde-la entièrement, on est parti. Alors comme on a pu le voir, on a Claude qui s'est mis à la mode du 1 million de tokens, tout comme Gemini, tout comme ChatGPT, et maintenant, effectivement, Claude avec Opus et Sonnet 4.6. On a découvert, effectivement, maintenant qu'on a 1 million de tokens dans une fenêtre de contexte. Mais Aurélien, qu'est-ce que c'est qu'un token? Qu'est-ce que c'est qu'une fenêtre de contexte? Alors plongeons directement dans le vif du sujet. On est parti, plongeons dans le 1. Et comme tu peux le voir ici, il y a effectivement beaucoup de choses qui t'attendent. On commence par la base. C'est quoi un token? Un token, comme je dis dans ma formation N8N, c'est la monnaie de l'IA. C'est ce qui va permettre de pouvoir faire avancer l'IA, d'accord? C'est pareil pour nous. Nous, si on veut consommer de l'énergie, on a des calories. Eh bien, elle, c'est ce qu'on appelle des tokens. Chaque action coûte effectivement des tokens. Chaque mouvement nous coûte de l'énergie, des calories. Alors imagine, et si on fait les choses bien, j'ai acheté du chocolat pour faire la démonstration, alors imagine que ça, c'est ton prompt. Donc, c'est ton message que tu vas envoyer à l'IA. Le prompt, tu vois, c'est un tout, mais il est composé d'une chaîne de caractères. On va un petit peu la dénuder. Voici mon prompt, voici l'envers du décor. Comme tu peux le voir, on a donc des carreaux. On va dire que le prompt est séquencé. Mathématiquement, on dirait qu'il est partitionné, ok? C'est ce qui se passe ici. Chaque tablette est constituée de plusieurs carrés. Supposons que ça, c'est ton prompt entier. Dans ce prompt-là, on va dire que tu as un moment où tu vas dire le mot chocolat. Supposons, c'est la partie là. Ok, ça c'est chocolat. Comme tu peux le voir, le mot chocolat qui est juste ici est lui-même composé de 2 carreaux. Et bien pour comprendre les choses, un prompt c'est simplement une chaîne de caractères. Une chaîne, on va dire, avec des carreaux, et chaque carreau correspond à 3, 4, 5 lettres. Ok? Donc un prompt, effectivement, c'est une chaîne de caractères avec des espaces, ça correspond donc à des mots, et chaque mot étant constitué lui-même de lettres, on va dire globalement que 3, 4, 5 lettres correspondent à un carreau. Ce carreau-là, c'est ce qu'on appelle un token. Ok? Donc ce mot chocolat, qui était dans ce grand prompt, qui était lui-même rempli de centaines de carrés de chocolat, eh bien, se retrouve constitué, lui, de 2 carrés. Donc on a ici chaud et là cola. Qu'est-ce qui se passe? Un token, 2 tokens. Voilà ce que c'est littéralement un token. C'est la monnaie de l'IA, c'est comme ça qu'elle comprend les choses. Une chaîne de caractères, c'est ton prompt, c'est donc ta tablette entière, et chaque carré de chocolat va effectivement correspondre à une parcelle, une partition de chaîne de caractères. Ok? Donc typiquement, si j'envoie le mot chocolat à Claude ou à ChatGPT ou à Gemini ou à qui tu veux, ça va considérer que tu as envoyé un total de 2 tokens. Allez, on se régale et on continue. Ah putain, la pédagogie, ça rend sale. Ok, maintenant qu'on s'est régalé et qu'on a compris ça, effectivement, on peut voir ce qu'on appelle le tableau des prix. En français, par exemple, quand tu prends un mot, tu prends la moyenne des mots qui existent. Donc les petits mots comme un, le, de, la, voilà, ça c'est des petits mots qui sont récurrents. Ou des vrais mots. Monnaie, action, coût, token, voilà. Si tu fais la moyenne en termes de taille, un mot te reviendra à environ 1,5 token, d'accord? Donc c'est parce que ça va compter 5-6 lettres. Donc on est environ à ce prix-là pour un mot. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est aussi pour ça que quand on fait des agents IA, en général on les écrit en anglais, c'est que on va minimiser des coûts. Quand on parle à l'IA, quand on parle en français, le fait de parler en français simplement est plus coûteux que parler en anglais. L'avantage d'une langue, c'est qu'on peut la comprendre peu importe la langue, d'accord? Par contre, en termes de coût, si on peut minimiser le nombre de caractères, et c'est le cas pour les mots en anglais, en général, si tu prends la moyenne des mots en anglais, ils seront en moyenne plus courts que les mots en français. D'où le fait que là, un mot en anglais coûte moins cher en termes de token qu'un mot en français dans la moyenne. D'où l'intérêt de favoriser la langue anglaise quand on fait des prompts, notamment pour les agents IA. T'en fais un, tu lances une fois ton agent, c'est une chose, d'accord, mais si jamais tu le lances 1000 fois, bah tu verras qu'il y a quand même un petit impact en fonction de ton prompt et la langue de ton prompt. Maintenant, en termes d'estimation aussi, parce que là, le fait d'écrire, c'est une chose, d'accord, mais le fait d'envoyer aussi des images, c'est un autre processus, certes, mais on va aussi compter en token. Une image peut être interprétée par l'IA sous une chaîne de caractères entre guillemets, si tu veux, pour vulgariser. Tu fais un screen de ton écran, j'ai un problème, j'ai pas compris, tac, tu lui envoies, et ben derrière, ça te coûtera 1600 tokens. Ok, donc maintenant, juste pour avoir un ordre d'idée,
Simplement, un roman de 500 pages, c'est globalement 200 000 tokens. C'est 200 000 parcelles de chocolat, si tu veux. Et 1 million, c'est forcément 5 fois plus. C'est 5 romans. Et maintenant, en termes d'image, c'est simplement un calcul des proportionnalités, c'est la même chose. Si jamais tu as 200 000 mots à écrire, tu peux donc envoyer à l'IA, par exemple, 120 images. Alors qu'avec 1 million, tu peux donc lui envoyer 600. Elle peut analyser dans un même contexte 600 images. Ok, on a vu la base. Donc, petit récap, un token, c'est la monnaie de l'IA, c'est la calorie de l'IA. Chaque mot qui soit lu, écrit, pensé, il est consommé. Le fait d'écrire un message, tu lui écris, tu lui envoies. C'est équivalent en fait au prix de lecture. Ça va consommer des tokens. Le fait qu'elle pense, vu qu'elle va générer du texte, ça va aussi être coûteux en token. Et le fait d'envoyer va aussi être coûteux en token. Donc tu vois bien que tu as plusieurs phases où ça consomme effectivement des tokens. Ok, ça c'est une chose. On a compris maintenant la base, ce qu'est un token. Que se passe-t-il quand on lance une conversation avec Claude? Qu'est-ce qui se passe derrière dans sa mémoire? Là, tu peux penser que tout est vierge. Et effectivement, là, la page est vierge. Il a donc aucune connaissance de ce que je vais lui apporter, de ce que je vais lui poser comme question. Mais est-ce que dans sa mémoire, il a déjà de la donnée? Est-ce qu'il y a déjà une partie de token qui est réservée simplement à sa mémoire? Et bien pour ce faire, tu as la commande /contexte. Clac, tu fais entrer, et là c'est parti, tu te rends compte que ici, je parle dans un contexte avec 1000 milliers de tokens, donc 1 million de tokens, d'accord? Autrement dit, dans ma fenêtre ici, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir échanger, que ce soit elle vers moi ou moi vers elle, 1 million de tokens. Et là, je n'ai rien écrit à part /contexte, et j'ai déjà quasiment 1% de consommé sur le million de tokens potentiels. Par exemple, le system prompt, les MCP, le system tools, les outils, la mémoire, les skills, les messages, l'espace libre, tu peux le voir ici, et aussi le buffer d'autocompact. Là, il y a plein de données, effectivement, et en dessous, tu as le détail. Par exemple, MCP tools, qu'est-ce qu'il y a déjà consommé, parce que c'est déjà 9000. Eh bien, c'est mes MCP, par exemple, les MCP de mon N8N. Toutes ces données-là, tout ce que je dis ici, ça peut paraître technique si jamais tu es débutant. Donc, que ce soit pour l'installation de Claude, comme moi ici, que ce soit pour vraiment comprendre comment ça fonctionne, les bases des bases pour que tu puisses avoir l'outil fonctionnel chez toi en moins d'1 heure, j'ai tout expliqué dans la vidéo qui s'affiche ici. Tu pourrais la checker à la fin de cette vidéo-là. Dans tous les cas, je vais vraiment être le plus pédagogique possible pour que tu puisses la comprendre entièrement, même si t'es vraiment le plus gros des débutants. T'inquiète pas. Mais voilà ce qui se passe. Donc, avant même de parler avec elle, elle a déjà réfléchi un petit peu et il y a déjà une partie qui est consommée et réservée à elle. D'accord, montons un petit peu plus, allons voir ce qui se passe ici dans la fenêtre de contexte, qui finalement, comme je l'ai écrit ici, correspond à ton bureau. La fenêtre de contexte, c'est littéralement l'entrée jusqu'à la deadline, jusqu'à la sortie potentielle de chacune de tes discussions avec ton IA. Effectivement, comme on vient de le voir ici, avant même que je dise bonjour, elle a déjà consommé des tokens en amont. Comme tu peux le voir ici, le system prompt, il est déjà engagé. On a déjà donc des coûts qui sont engagés à ce niveau-là. Les outils du système, on a vu aussi. Les outils MCP, les skills, la mémoire, le buffer autocompact. Tu verras ça après. On a donc une partie qui va nous permettre de pouvoir compacter notre message à la fin, qui est donc réservé. Ce qui fait que quand on dit « Ah ben c'est cool, j'ai 200 000 tokens ici pour pouvoir parler avec mon IA, j'ai pas 200 000 tokens finalement, j'ai pas 200 000 morceaux de chocolat qui sont disponibles pour moi. Non, dans ma tablette, effectivement, je peux avoir par exemple 20% qui sont déjà réservés et consommés pour des outils, pour de la mémoire, pour du compactage. Ok? Donc, j'ai effectivement pas toute la maison, j'ai que quelques salles dans ma maison qui sont disponibles juste pour ça, comme je l'ai écrit ici. Donc la chose vraiment importante à comprendre ici, c'est que c'est pas parce qu'on te dit que tu as une fenêtre de 200 000 tokens disponibles, ou alors 1 million de tokens disponibles, que tu as donc un espace libre équivalent. Bon, ça c'est une chose. On va monter un petit peu plus maintenant dans notre ligne directrice du 1 million de tokens. Effectivement, Opus, c'est le cerveau le plus puissant de chez Anthropic. Le Opus 4.5 avait une fenêtre donc de 200 000 tokens. On pouvait donc échanger ou recevoir en totalité dans la même conversation 200 000 tokens. Avec Opus 4.6, on passe de 200 000, comme je l'ai écrit ici, à 1 million de tokens. Donc c'est comme si avant, si jamais tu voulais parler avec elle, échanger, t'avais une petite valise, comme quand tu vas à l'aéroport, t'as une petite valise, on te dit « Ok, tu veux prendre l'avion? Bah écoute, y a pas de problème, mais tes affaires là, faut que ça rentre dans la valise. » Donc tu te dis « Ok, j'ai 200 000 tokens pour échanger avec elle. » Donc t'as une fenêtre de tir dans laquelle tu peux lui parler, mais si tu veux prendre cet avion là, t'as pas le choix, faut que ça rentre. Donc tu bourres, et quand ça rentre bien, bah c'est nickel, mais si ça dépasse, là, ça devient problématique. On verra ça juste après. Maintenant, la chance qu'on a avec Opus 4.6 et les nouvelles IA, on verra après, qui ont un contexte plus grand, c'est qu'on peut effectivement avoir une grosse valise. Donc c'est fini la classe moyenne avec la cabine Ryanair. On passe maintenant en première classe avec une valise soute illimitée. Et là-dedans, tu peux donc
ranger proprement tes données, tu as beaucoup plus d'espace parce que tu as donc 5 fois plus de contexte ici. D'où le fait et ce nouveau buzz à propos de ces nouveaux cerveaux, de ces nouveaux LLM, c'est d'avoir un contexte beaucoup plus grand. Donc on peut donc échanger davantage avec elle. Donc là pour le coup, c'est une masterclass. Dans une même conversation, on va pouvoir échanger 5 fois plus. On peut discuter avec l'IA avec notre contexte 5 fois plus longtemps. La fenêtre de contexte, c'est littéralement notre bureau de travail, on l'a vu ensemble. Le Opus 4.5, c'est la valise. Le Opus 4.6, par exemple, c'est la valise XXL. Mais le frein de tout ça, et c'est là où je veux en venir grâce à cette vidéo ici, c'est que ce n'est pas parce que le contexte s'agrandit que on gagne en liberté. C'est pas parce que je remplis ma valise ici que je vais avoir plus de facilité. Tout ce qui est visible n'est pas forcément considéré. Imagine, tu as un livre sur ta table. Ça va être assez simple pour toi de le comprendre, de l'interpréter. Tu auras un seul livre. À droite, tu as 5 livres. 5 livres qui sont tous différents. Ça va être beaucoup plus dur, même si tu peux les avoir sur ta table, de tous les considérer. Donc encore une fois, on verra ça juste après. Ça, c'est le premier frein d'avoir un grand contexte. Visible ne veut pas dire considéré. Le fait d'avoir tout ne veut pas dire qu'on va tout utiliser et encore moins qu'on va tout considérer. Bon, ça c'est une chose et on verra ça en détail juste après. J'ai fait une étude qui est vraiment poussée avec des graphiques et des données qui sont vraiment issues de vraies recherches. Tu vas voir, ça va vraiment t'ouvrir les yeux et je pense que tu vas bien comprendre les choses. Donc lâche pas, reste bien jusqu'au bout. Ici, qu'est-ce qui se passe si jamais on dépasse les 200 000 tokens? Qu'est-ce qui se passe ici si on dépasse aussi le 1 million de tokens? Tu as forcément déjà été confronté à ça, que ce soit sur n'importe quel cerveau. Par exemple, tu parles avec ChatGPT, on te dit fin de discussion. Et là, tu te dis le pire moment. Tu avais vraiment besoin de cette conversation-là, tu arrives à la fin, tu peux plus rien faire. Si jamais tu parles avec Claude Code, c'est pareil. Ou alors, si jamais tu es sur Claude Code, à la fin, on te dit « Ok, c'est écrit compacting ». C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à la fin de ta discussion? Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse les bornes? Et si jamais tu kiffes ce que je fais là, sachant que tout ce que je fais ici sur YouTube, c'est vraiment gratuit, avec beaucoup de travail en amont, faut vraiment se rendre compte de ça. Le meilleur moyen de me soutenir par rapport à mon projet, de vous éduquer de manière très pédagogique avec mon rôle d'enseignant initialement sur YouTube, c'est vraiment de suivre mon projet, de parler de ça autour de vous, de vous abonner. Vous êtes quasiment 70% à regarder, mais ne pas vous abonner, ça vous coûte absolument rien. Donc abonnez-vous, likez les vidéos, partagez-les et maintenant aussi, certains le font, merci à ceux qui le font, boostez la vidéo. Ça vous coûte absolument rien, ça me met simplement mieux en avant sur l'algorithme. C'est une nouveauté YouTube qui marche seulement sur les téléphones, donc sur l'application YouTube, tu swipes à droite comme ici, tu cliques sur booster, ça mettra donc ma vidéo en avant et ça partagera donc passivement mon projet à une audience de plus en plus grande. Je vous remercie vraiment pour ça. Maintenant qu'on a fait un petit point là-dessus, qu'est-ce que c'est que le compact? Je pense que tu as déjà vu des émissions à l'américaine où on te disait précédemment dans le dernier épisode. C'est la même chose. Le compact, c'est ce qui t'arrive en fin de discussion. Tu vas compresser en fait ta conversation, tout ce que tu as écrit, donc 200 000 tokens ou 1 million de tokens, ils vont être compressés, ils vont être condensés pour être réduits à quelques milliers de tokens et pas les 200 000 ou le 1 million. Imaginons, j'ai parlé avec Opus 4.5 et j'en arrive à 150 000 tokens consommés sur les 200 000. Très bien. On a vu ensemble tout à l'heure que mon espace de 200 000, ça considérait aussi ce qui n'était pas lié à moi. Par exemple, eh bien, les skills, les MCP, le système prompt, mais aussi, je te remonte ça, le buffer autocompact. Si jamais tu veux que l'IA puisse faire ce résumé, il faut donc lui laisser la place d'écriture pour qu'elle puisse faire ce résumé, vu qu'on va consommer des tokens. Donc comme tu peux le voir ici, en général, c'est 33 000 tokens. Donc simplement pour qu'on puisse avoir ce résumé automatique, ça va nous coûter 33 000 tokens, d'accord? Donc on fait les calculs, on est donc quasiment à 183 000 tokens, sachant qu'on a déjà une partie qui est déjà consommée par le système, donc on s'approche dangereusement des 200 000 tokens. On rentre donc dans une phase où la conversation va arriver à sa fin et où la conversation va pouvoir être compactée pour pouvoir reprendre. D'accord? On est donc sur une limite. On peut la provoquer manuellement avec un slash compact, on verra ça juste après. Ou alors on peut forcer la chose et dès lors qu'on atteint la limite, paf, ça va bloquer. Fin de discussion, je compacte pour toi et on reprend. C'est ce qui se passe ici. Donc tout ce que tu peux voir ici, tous les messages qu'on a là, ça c'est littéralement les échanges que tu as avec ton IA. Et à droite, tu vois donc qu'une fois que tu arrives à la fin, une fois que c'est le bordel partout si tu veux, eh ben ça va compacter tout seul. Ou alors manuellement si jamais tu écris la commande là. Dans tous les cas, tu vas donc avoir en moyenne un résumé qui va correspondre à 10% de tes tokens. Là, tu vois que tu avais donc 150 000 tokens. En sortie, tu vas donc avoir un résumé. Donc, ça va compacter toute ta discussion en un résumé qui va être environ de 10% de tes tokens de base. Donc, dans ce cas-là, tu vas avoir ta conversation là qui va être condensée en un résumé de 10 000, 15 000 tokens. Et là, c'est parti. Tu peux donc reparler avec elle parce qu'elle va avoir le contexte. Elle va pouvoir avancer, elle reprend là où tu en étais parce qu'elle a entre guillemets un résumé de ce qui s'est passé avant, d'où l'intérêt du compact. C'est littéralement le « c'est bon, je suis ici,
Il s'est passé quoi avant? Eh bien, quand tu as un épisode, on te dit précédemment dans le dernier épisode. Et tu as le petit récap. C'est la même chose. Tu as le mini récap qu'on va donner à notre Claude pour qu'il puisse se souvenir ou en tout cas imaginer ce qui s'est passé avant. Globalement, ce qui se passe, c'est ce que j'ai écrit ici. Tu vas donc garder l'essentiel et tu vas libérer 90% de la place qui était entre guillemets en trop. Je dis bien entre guillemets parce que là, on nous cache quelques petites choses, tu vas voir. Avant de passer vraiment aux documents de recherche qui ont été faits, on va s'intéresser justement à l'auto-compaction. Là, c'est quand ça se fait manuellement ou solo, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand c'est auto-compacté? Quand on arrive officiellement à la fin de la discussion, qu'on ne provoque pas le compact, mais qui se fait automatiquement. Ah, t'arrives à la deadline, là c'est bon, moi je peux plus rien faire pour toi, je fais un résumé, on reprend. Il se passe quoi à ce moment-là? Eh bien encore une fois, on descend, on prend un petit peu de recul, on se met juste ici. L'auto-compaction, c'est l'équivalent du téléphone arabe. Je pense que tu sais ce que c'est, et je pense que tu vois vraiment l'idée venir petit à petit. À chaque compact, en fait, le message va se déformer un peu plus à chaque fois. Comme le téléphone arabe. Au début, on te dit, le chat est sur le toit. Là, à la fin de ta discussion, on va compacter, très bien, je compacte, je récupère simplement 10%. Voilà ce que j'ai compris quand j'ai tout lu, j'ai fait un petit résumé, moi j'ai compris ça. Le chat est sous le toit. Donc là, on passe d'un chat à autre chose. Et ici, on passe d'un chat sous un toit à un chat sous le toit. Très bien. Donc on va reparler à l'IA, on va rééchanger avec elle. Et là, deuxième fois qu'on arrive en fin de discussion, et là, l'IA va encore auto-compacter pour que tu puisses reprendre ta discussion. Le fait de reprendre ta discussion, on va donc faire un résumé de ce résumé. On a un double résumé. Et là, forcément, on arrive à un truc qui n'a rien à voir. La vache joue du banjo. On est donc sur une contradiction et c'est littéralement ce qui se passe actuellement quand tu travailles dans Claude si jamais tu n'as pas ces bases-là. Tu as donc un effet de téléphone arabe qui se passe parce que, comme on l'a vu avant, l'image des 10%, c'est pas des valeurs officielles, mais globalement, c'est à peu près ce qui se passe. On va te condenser ton message. On passe donc de 100% à 10%. Clac. Lui, il va grossir avec le nouveau contexte. Et on va faire un résumé. Et bien petit à petit, on perd du contexte, on perd des informations parce que l'IA va simplement se focus sur ce qu'elle estime être important et en perdant effectivement le détail. D'où l'image du téléphone arabe. Plus il y a de joueurs, plus le message se déforme. Donc plus tu fais des conversations longues, plus tu arrives en fin de discussion dans un même contexte, plus les messages vont perdre en contexte, en valeur, en précision. Le 1 million de tokens, l'avantage de ça, c'est que on va faire moins de compact. D'accord? Si tu as une fenêtre de 200 000 et maintenant de 1 million, si jamais tu voulais faire par exemple un échange de 1 million de tokens avant, tu devais compacter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour faire tout ça. Là maintenant, sans compacter une seule fois, tu peux le faire. Donc on va dire l'effet du téléphone arabe est moins présent. Mais par contre, on va avoir un nouveau problème qui va se présenter à nous. Non pas parce qu'en fait on va compacter, non pas parce qu'on va faire un résumé d'un résumé, je pense que ça c'est bien clair pour toi, mais parce que maintenant le contexte est long. Et pour le coup, c'est un phénomène qui est vraiment connu dans le monde de l'IA. Je vais te l'apporter tout de suite, tu vas voir. Et sincèrement, ça va être compliqué après de savoir si c'est intéressant de parler avec une IA avec un contexte de 200 000 ou 1 million. En fait, tu auras des cas où ce sera plus rentable de travailler sur une IA avec 200 000 ou simplement de ne pas arriver à la fin du million et tu auras des cas où ça sera intéressant. Donc reste bien encore une fois, c'est vraiment important à comprendre ça. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la pourriture du contexte parce que littéralement, ton contexte a une date de péremption. Il peut pourrir. Et oui, c'est le cas. Avant d'aborder cette partie hyper importante que je vais détailler avec des ressources documentées et des recherches scientifiques, je te conseille, si jamais tu veux apprendre le domaine de l'IA, aussi apprendre avec ma pédagogie, et bien de rejoindre le School. Le School, c'est quoi? C'est complètement gratuit, tu vas voir, tu as simplement à rejoindre le groupe juste ici, nom, prénom, adresse mail, tu nous rejoins. Et quels sont les avantages? Eh bien, accéder à une communauté grandissante, avec des échanges si jamais tu as des questions ou des problèmes. Tu peux voir aussi mes annonces, et surtout, comme tu peux le voir ici, des lives tous les dimanches avec moi. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, à venir en live tous les dimanches à 19h heure française, pour qu'on puisse échanger, dialoguer, répondre à tes questions, ou aussi s'entraider. Tous les dimanches 19h heure française, tu as accès aussi ici à une formation gratuite que j'ai fait juste pour toi. Tu as accès à la formation Les bases de N10 pour vraiment avoir les bases en termes de IA, automatisation et ensuite Claude pour vraiment aller plus loin. Tu as aussi accès ici à ma formation, je vais en parler, et aussi aux ressources. Chaque vidéo que je fais sur YouTube est documentée. Par exemple, la dernière que j'ai fait ici, tu as donc tous les slides et aussi les ressources pour que tu puisses refaire toutes les vidéos avec les mêmes prompts que moi, les mêmes liens que moi, tout pareil, sans friction. Tout ça résumé sur le même School au même endroit. Donc c'est vraiment intéressant pour toi qui débute. Et encore une fois, c'est gratuit. Tu as les rediffs des lives juste ici. Là, ma formation, N10, si jamais tu veux te former, passer un cap dans ton business, tu veux vraiment prendre les devants et être à jour dans ce nouveau monde avec cette nouvelle compétence qui est l'automatisation et l'ère de l'agentique, avec tout ce domaine d'IA qui est en train d'exploser. Je te conseille de t'intéresser à ça. T'as une vidéo qui en parle ici. Tu peux aussi échanger avec moi directement. En description, tu as un lien pour prendre appel avec moi tous les jours de midi à 14h. Tu prends rendez-vous et moi, je viendrai directement échanger avec toi, que ce soit pour la formation, pour un produit automatisé, pour des questions. Je suis toujours là. Tu as aussi évidemment ici la page de vente de ma formation pour que tu puisses voir le contenu avec les 10 modules pour passer vraiment de zéro à autonome dans l'automatisation jusque Claude Code. D'accord? Donc hyper important et je pense que c'est vraiment hyper intéressant si jamais tu veux vraiment choper les bases avec ma pédagogie. Tout est disponible
disponible là-bas. J'ai vraiment voulu faire un produit abouti et pour le coup, c'est un produit que j'aurais vraiment aimé avoir en étant débutant à l'époque. Tout est condensé en une formation, t'as plus qu'à aller la checker si tu veux. Encore une fois, me poser des questions ici avec un appel gratuit ou alors à la prendre directement juste ici. Le contenu, encore une fois, est résumé dans la vidéo là. Sur ce, moi je t'attends directement sur le Skool pour qu'on puisse échanger et se rencontrer et on continue avec le contexte qui pourrit. C'est quoi cette histoire? Encore une fois, avant d'apporter directement la théorie, on va vraiment s'intéresser à la métaphore pour que tu puisses vraiment comprendre là où je veux en venir. Un contexte, comme je te dis tout à l'heure, c'est littéralement ton bureau. Et ton bureau, au fur et à mesure, il peut devenir bordélique. C'est pareil, un contexte, donc là où tu vas échanger avec ton IA, peut devenir bordélique. Elle peut donc pourrir dans le sens où elle perd en valeur, elle perd en précision, elle perd en lucidité. Imagine chaque semaine, tu as une nouvelle conversation, ok? Tu commences le lundi, 9h, t'es une giga machine, t'as ton café qui est prêt, t'es là pour bosser, tu sais ce que tu fais, tu vas droit au but, tu charbonnes. Là, ça fait 2 jours que tu bosses et ça commence déjà à être un peu le bordel. T'as déjà un dossier à droite, des post-it, des classeurs, bref, tu te perds un petit peu. C'était quoi déjà? T'as déjà un peu oublié certaines choses parce que ça fait un moment que tu bosses, c'est normal. Et là, la fin de la semaine, ça y est, ton bureau il est rempli, c'est n'importe quoi, c'est le désordre complet avant le week-end pour le reset Sunday. Hein. Et là, pour le coup, t'arrives, tu comprends plus rien n'est rangé, c'est le désordre, tu démissionnes. Et bien pour le coup, c'est littéralement ce que fait Claude dans une conversation. Plus ta conversation est longue, donc imaginons celle à 200 000 tokens, c'est simplement une semaine, mais imagine si tu fais pareil mais sur un mois. Tu as pas simplement un lundi, t'en as 4. T'as 4 mercredis, t'as 4 vendredis, et imaginons tu fais donc ton reset, donc dans la semaine le dimanche, mais dans le mois, le dernier jour du mois. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tu vas vite être dans cet état-là, en fait déjà au bout d'une semaine, alors que t'en as encore 3 de disponibles. D'où la mise en question, je commence à comprendre là où tu veux en venir, donc au bout d'une semaine c'est déjà un peu le bordel, mais moi je t'autorise à continuer sur 3 semaines encore. Au bout de 4 semaines, imagine-toi la tête de ce bonhomme-là si jamais tu continues à avancer dans ce désarroi, dans ce désordre. Ça devient n'importe quoi. Et c'est ce qu'on appelle la pourriture du contexte. Et ça, pour le coup, on peut le mesurer. Il y a eu des études. On va donc s'y pencher étape par étape parce que j'ai préparé une page que tu pourras aussi récupérer, que j'ai fait sur mesure avec mes propres calculs. Je suis prof de maths, je suis enseignant, hein. Alors attention, on va faire un petit peu de maths, mais tu vas bien comprendre la chose. Tada! Incroyable, hein? Là, ce que j'ai fait ici, j'ai repris des études qui existaient vraiment. Je mettrai évidemment tous les liens, toutes les ressources directement sur le Skool. Pour être transparent, je me suis intéressé à l'étude faite par Greg Camarade, ok? Qui va étudier ce que je vais te présenter juste après, qui nous a pondu ce banger ici. Donc, j'ai réutilisé en partie ces études pour pouvoir te montrer littéralement comment ça fonctionne. Je l'ai retravaillé, j'ai fait des rotations, des changements d'axe. J'ai tout changé pour que ce soit beaucoup plus parlant pour toi, tu vas voir. Et là, tu vas voir qu'il y a des choses qui se passent même sur un graphique. Là, littéralement, c'est peut-être pas parlant, mais moi, ça m'a bien sauté aux yeux. Tu vas voir, ça va être incroyable. Alors l'étude, elle a été faite sur Claude 2.1. Donc c'est l'ancien Claude, ok, avec 200 000 tokens de contexte, d'accord? Cette étude-là qui s'appelle une aiguille dans une meute de foin. Dans une meule? Ah, c'est une botte de foin. Une botte ou une butte? Dans une butte de foin. Ok. Ce qu'on va faire ensemble, c'est littéralement inspiré d'un test qui s'appelle une aiguille dans une botte de foin et tu vas comprendre pourquoi, d'accord? Je mettrai aussi le GitHub disponible si jamais tu veux faire les tests de ton côté, mais attention, c'est très coûteux en token, donc en argent. Son test là, par exemple, je crois, lui a coûté plus de 1200 €. Ok, moi je l'ai fait pour toi, t'inquiète pas, on va pas s'embêter. Donc t'en fais pas, tu peux regarder ce que j'ai fait, ça te sera beaucoup moins coûteux et on y va. Alors l'idée de ce test-là, pour que tu puisses comprendre littéralement comment fonctionne ce contexte dans une IA comme Claude, on a simplement donné ici un document. Donc si on se focus juste en bas là, ici, c'est comme si on avait donné un document de 1000 pages et on va s'intéresser à retrouver une information. Là, si on se focus tout en bas, tu vois, c'est écrit 1K. Autrement dit, la taille du contexte. Imagine, là, on lui envoie un prompt de 1000 tokens. Donc, 1000 carrés de chocolat. Super. On lui envoie ça et dans ce qu'on lui a envoyé, on lui demande de nous donner une information. Donc, dans ce que je t'ai envoyé là, redonne-moi l'information qui parle de ça. Quand on envoie un contexte de 1000 tokens, on voit bien que tout est orangé. Autrement dit, ce que j'ai écrit en haut là, j'ai fait ce graphique ici là, quand c'est orange clair, en gros, c'est qu'il a trouvé la réponse. Et plus on va vers le Bordeaux, moins il a trouvé la réponse. Donc par exemple, ici, il a trouvé la réponse. Là, ici, il a trouvé la réponse à 66%. Ici à 33%, et là il a pas du tout trouvé la réponse. Tu vois l'idée? Et là en fait par rapport à tous ces rectangles là, ils vont illustrer si effectivement on a eu les informations ou pas. On va lui envoyer par exemple ici un prompt de 188 000 tokens, d'accord? Donc pour faire plus simple, c'est comme si on envoyait 188 000 mots, et dans ces 188 000 mots, on lui demande si tu retrouves l'information au tout début de son texte. Donc là on va dire, si jamais l'information était vraiment à l'intro de son prompt, il va retrouver l'information. Là on se rend compte par exemple si jamais on est à 20% de son livre, donc imagine tu lui envoies un gros parpaing, si l'information est à 20% de ce parpaing-là, il a trouvé aucune information sur les 8 potentielles questions. On lui pose 8 questions, trouve l'information là, trouve l'info là, trouve l'info là, trouve l'info là, 8 fois de suite. Et là, pour le coup, la restitution de l'information est très mauvaise. Des fois, tu vois que ça fonctionne, c'est un peu aléatoire pour le coup, mais en général, là, c'est la zone où c'est pas bon. Autre exemple, si jamais tu te trouves, je sais pas moi, ici, là, la case là, ça correspond à quoi? Ça correspond à un prompt envoyé à 90 000 tokens, donc en moyenne 90 000 mots, ok? Et je demande à l'IA, dans cette zone-là, on va dire, donc à la fin du livre, est-ce qu'on a 95% de notre prompt? Est-ce que dans la dernière partie
de mon prompt, tu peux retrouver l'information là. Et là, pour le coup, oui, il la retrouve. Il retrouve l'information. Maintenant que tu as bien compris ça, on a donc étudié sur des prompts de plus en plus grands, là où l'IA retenait l'information. On voit bien que si on est vraiment au tout début de notre prompt, elle va retrouver l'information. Plus on s'éloigne, plus elle va la retrouver. Par contre, plus le prompt est long, moins elle retrouve l'information. Et là, c'était l'idée que j'avais de base. Ma théorie de base, ma conjecture était la suivante, c'était que selon moi, plus on va avoir un prompt long, plus l'IA va se souvenir effectivement du début parce qu'on va dire on l'engage là-dessus, et de la fin parce qu'en fait, elle va se souvenir de ce qu'on a fait dernièrement. Le cerveau des IA fonctionne globalement à peu près comme le nôtre. C'est un peu comme quand on regarde un film qu'on a vu il y a un an, on va se souvenir globalement de ce qui s'est passé au début et aussi de la fin, d'accord? Mais ce qui se passe entre les deux, en général, on peut avoir des zones de flou, on oublie. Donc ça fait en fait une petite forme incurvée. Je vais te faire de la pédagogie, elle est un peu crasseuse, je suis désolé, mais au moins tu vas comprendre ce que je veux dire. Imaginons que de là à là, c'est mon prompt. Donc là, tu vois, il est petit, c'est un petit prompt que j'ai fait, et on voit bien qu'il y a cet effet-là. Au début, on retient, après on a un petit creux où on oublie un petit peu, et là on retient encore. Et je me suis dit, imaginons, j'allonge mon prompt, il est de plus en plus long, ok? J'allonge mon prompt, et là j'ai le même effet de courbe, donc une rétention au début, une rétention à la fin, et un creux à ce niveau-là. Et comme tu peux le voir, ça j'ai pris un chewing-gum, c'est que c'est pas vraiment un U, c'est un peu le logo Nike qui se fait. Et bien finalement, c'est la même chose qui se passe avec le contexte de Claude. Tu vas voir. Claude d'ailleurs m'a aidé à la pédagogie là pour refaire ce que je voulais littéralement avec quelques prompts. Donc j'ai obtenu ce que je voulais ici. Et là en haut, on va dire que mon contexte il est à 0. J'ai envoyé 0 tokens dans ma discussion. Imagine je fais monter ça à 20 000 tokens. Tu vois, je suis à 20 000. Là si je regarde bien, j'ai une courbe qui s'est créée. Effectivement, on voit qu'il y a un mini creux qui se fait avec, on va dire, le minimum qui est atteint à ce niveau-là. Ça se tasse un petit peu. Donc on va dire, et c'est bien ce qui est écrit en dessous, là l'IA se souvient d'absolument tout. Il n'y a pas vraiment de creux qui se crée. Parce que on envoie un prompt qui fait pas plus de 20 000 tokens. Donc elle se souvient de tout, elle peut tout retranscrire, pas de souci. Par contre maintenant si j'augmente ça à 100, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je vois que ma courbe se creuse davantage. Et tu vois ça suit à peu près les résultats obtenus grâce à l'enquête. Ici, si j'envoie 100 000 tokens, j'ai un prompt de 100 000 tokens, eh bien je dois avoir une bonne mémoire au début, tu vois, mais elle se dégrade assez rapidement, et là elle remonte, parce que la zone là est beaucoup plus orangée que la zone là où c'est beaucoup plus bordeaux. Donc ça illustre bien la situation. Donc maintenant, imaginons que je passe à un prompt de 200 000 tokens. Clac, qu'est-ce qui se passe? Et bien littéralement, là le creux se creuse davantage, je vais avoir une rétention minime au début, qui va vite dégrader, dégringoler, tu vois, suit les rectangles bordeaux, et là ça remonte tranquillement. Pourquoi ça remonte ici? Simplement parce qu'en fait, à ce niveau-là, l'IA a sa mémoire courte qui fonctionne, dans le sens où on se souvient de ce qui vient de se passer là. On a encore une petite mémoire, même si elle se dégrade assez rapidement. Et là, pareil, on se souvient du tout début, mais on oublie rapidement ce qui s'est passé après. Et ça fonctionne comme ça. Donc là, actuellement, comme dit, c'était basé sur Claude 2.1 avec 200 000 tokens. Mais l'expérience, globalement, donne les mêmes résultats si jamais on est sur 1 million de tokens. C'est-à-dire qu'on va avoir cet effet de cloche qui se creuse petit à petit. Plus on a un prompt grand, plus ça se creuse, d'accord? C'est globalement le même phénomène qui se passe si jamais on n'a pas juste un prompt d'entrée, mais une discussion. Plus tu parles avec elle, plus elle va oublier ce qui s'est passé au milieu. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas faire des rappels. Quand on est ici, elle va répondre à ta question. Ah, mais t'as oublié ça. Du coup, tu fais un rappel. Ça va donc remonter la bosse, mais ça va vite redescendre parce qu'en fait, elle va oublier ce qui s'est passé ici, ici. D'où le fait que plus ton contexte est long, plus tu vas devoir lui faire des rappels. Et imagine maintenant si jamais tu compactes en plus de ça. Donc non seulement tu dois faire des rappels dans les zones floues de son contexte, mais en plus de ça, si jamais tu arrives à la deadline, donc la fameuse limite des 200 000 ou du 1 million de tokens, quand ça va faire un résumé, il va falloir faire les rappels les plus pertinents si jamais elle l'a pas fait. Donc c'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Et encore une fois, l'expérience fonctionne, que ce soit pour un prompt d'entrée, c'est globalement la même courbe si jamais tu travailles avec une conversation entière. Par contre, effectivement, vu que les IA deviennent de plus en plus intelligentes, ce creux-là, on va dire, a tendance à remonter. Mais c'est l'effet de corde. T'as beau tirer, vu que c'est un peu élastique comme ça, ça aura forcément tendance à retomber. Donc on aura à long terme, je pense, de manière mathématique, une convergence de ce point-là vers ce point-là, mais avec toujours un effet de cloche qui va peut-être être atténué. Voilà, c'est un peu technique, mais au moins, je pense que tu as la vision maintenant de comment ça fonctionne. D'où l'idée de pourriture du contexte. C'est pas parce qu'on a un contexte immense que on va pouvoir avoir des réponses beaucoup plus performantes. Justement, t'inquiète pas, tout est illustré juste en dessous. Donc ce que tu vois ici, littéralement, c'est la pourriture du contexte. Comme je viens de le montrer à ce niveau-là, t'as un moment où effectivement ça devient vraiment moisi. Donc typiquement, au début, tu vois qu'il n'y a pas de souci, on a une bonne mémorisation. Donc c'est comme si on prenait toutes les cases oranges, là, au début, tout est orange, donc c'est 100%. Là, il y en a 3 sur, je sais pas, sur 100 qui sont orange, donc on passe à 97%. Là, par exemple, ici, sur les 100 cases potentiellement, il y en a peut-être 3 qui sont bonnes, donc on est donc à 3% de retour positif. C'est ce qui se passe ici.
ici. Plus on avance, donc plus ici on augmente la taille du prompt, plus le contexte est dégradé. Là, tu vois, c'est une échelle logarithmique, mais on va dire, dès que tu dépasses un certain cap, tu vas avoir une dégradation totale. Ici, ça se dégrade rapidement. Là, ça se dégrade pile poil à ce niveau-là. Et tu vois, ça c'était pour Claude Sonnet 4, là c'était pour ChatGPT 4.1, pour Qwen, pour Gemini, enfin voilà. Tous les cerveaux ont une zone de dégradation. C'est normal que petit à petit on descende, mais ce qui est alarmant, c'est effectivement la zone de crash. C'est le crash qui est ici, ok? Maintenant, si jamais je m'intéresse à ce graphique-là, justement, eh bien, je pourrais me dire, ok, là, on va dire en entrée, j'ai 100% de mon prompt. Là, je suis peut-être à, je sais pas, il me reste plus que 60% qui est retenu. Donc, en moyenne, je peux me dire que là, j'ai grosso modo 80% du contexte qui est retenu, d'accord? Et ici, on a un autre test qui a été fait sur les nouveaux cerveaux. Donc, tu as par exemple Opus 4.5. Imaginons que tu avais donc un contexte, et comme tu as pu le voir ici, là, il y a un gros crash. Eh bien, au bout de 128 tokens, qu'est-ce qui reste du contexte de base? 27%. Maintenant, avec le Opus 4.6, on passe donc d'un contexte de 200 000 à 1 million. Et regarde où est-ce qu'il en est Opus 4.6, donc la nouvelle version. Lui, il explose les performances. Ici, on va dire à 256 000 tokens, il est capable de retenir quasiment 91% de ce que tu vas lui raconter. Et effectivement, quand tu vas allonger le contexte, si jamais tu échanges avec lui jusqu'à 1 million, il va se souvenir de 80% globalement de ton contexte. Ce qui est absolument terrorisant. C'est incroyablement fort. Regarde l'évolution. Ici, 128 000 tokens, on était à 27%. Maintenant, avec juste une version au-dessus, on a explosé et en plus de ça, on peut aller jusqu'à 1 million. Donc il a fait quasiment 3 fois plus de mémorisation ici sur un contexte 8 fois plus grand. C'est fort, hein? Et effectivement, comme tu peux le voir ici, tout le monde se met à la mode. Sonnet, GPT, Gemini, d'accord? Tout le monde se met à la mode et on voit les stats ici. Donc pour le moment, sur le marché, effectivement, Opus 4.6 de chez Anthropic, donc Claude Opus 4.6, lui est bien dessus. Et quand on va avoir un contexte très long de 1 million, globalement, il va pouvoir récupérer 80% de ce que tu lui as raconté. Tu lui poses des questions, on va dire, t'as 8 chances sur 10 qui te ressortent la bonne réponse sans halluciner. C'est globalement comme ça qu'il faut comprendre les choses. Là, on est parti pour la petite simulation. Imaginons que je parle avec mon cerveau pendant 600 000 tokens. Super. Là, je vois que j'ai un creux qui s'élève à 83%. C'est fictif, mais franchement, on n'est pas très loin de ce qui se passe concrètement, hein. Donc, on va dire que là, j'ai un creux à ce niveau-là. Donc, on va dire, en moyenne, si jamais je fais un compact, je vais avoir une restitution de 92%. D'accord? J'ai perdu ça en contexte quand je vais compacter. Ok. Deuxième situation, je lui parle beaucoup. Là, je vois donc que par rapport à mon résumé, eh bien, je tombe à 66%. Je compacte. Voilà ce qui se passe. Au bout de 2 sessions, j'ai donc dégradé ce qu'il avait retenu de moi. D'accord? Tu vois, si jamais je fais ça plein de fois, eh bien, je vais perdre la restitution. Effectivement. Plus je vais dialoguer avec Claude, moins je vais conserver le contexte de base. D'où le fait qu'en fin de discussion, je vais devoir faire des rappels à chaque fois. Parce que lui, plus je vais parler, plus je vais échanger avec lui, moins il va se souvenir de ce que j'ai pu faire en amont. Et ça, justement, c'est le souci. C'est le souci qu'on a avec des grandes fenêtres de contexte. Et je pense sincèrement que tu te retrouves là-dedans. Si jamais tu lui envoies un gros document, on va dire d'un million de tokens, tu lui envoies un gros document, je sais pas, un grand catalogue, tu lui poses des questions sur le catalogue sur la seconde session, il va sûrement retrouver des idées, mais pas tout. Et plus tu vas arriver en fin de session, plus il va compacter, moins il va se souvenir. C'est l'effet du téléphone arabe, littéralement. C'est ce qui se passe. On dégringole, ok? Ça, c'est hyper important à comprendre. J'espère que t'as kiffé la présentation là. J'ai passé beaucoup de temps à illustrer ça. Donc j'espère que t'as compris l'idée globale. C'est ce qu'on appelle la pourriture de contexte. Et le document là, si tu veux le récupérer, je le mettrai évidemment sur le School. Pour les ressources, je me suis inspiré de ce document là. J'étais un peu plus loin avec le fameux Opus 4.5 pour un peu te donner de la vision, de la visibilité. Et je me suis aussi inspiré en grande partie de cette étude ici que tu pourras retrouver encore une fois sur le School. C'est hyper intéressant de se plonger un peu là-dedans, d'avoir un peu plus de base que la simple base de je m'amuse à écrire dans Claude. C'est vraiment des nouvelles notions, des nouvelles choses à comprendre. J'étais vraiment dans la vulgarisation, simplement pour que tu puisses avoir une idée de comment ça fonctionne. Super. Maintenant qu'on a compris ça, je te rappelle qu'on a vu ce que c'était qu'un token, on a compris ce que c'était qu'une fenêtre de contexte, on a vu l'avant-après d'avoir une session de 200 000 à 1 million de tokens, par exemple avec le Opus 4.5 et le Opus 4.6, super. On s'est intéressé au fameux compact, à l'auto-compact, et là on a bien vu à la fois les avantages de compacter, c'est donc avoir un résumé pour pouvoir reprendre de plus belle avec une compréhension du contexte, mais on voit bien aussi qu'il y a des freins et des limitations. Pareil par rapport à la taille du contexte. Avoir 200 000, c'est bien, ça paraît petit, on doit donc bien se serrer, alors qu'avec 1 million, c'est cool, on a de la place pour travailler, pour discuter, pour échanger, mais on a cet effet de pourriture qui se crée. Donc, comment on fait maintenant pour qu'on puisse vraiment avoir un échange avec une IA qui se souvienne globalement de ce qu'on fait, de comment ça fonctionne, comment on peut faire en fait, quelles commandes on peut utiliser pour ne plus avoir ce problème, en tout cas minimiser cet effet de pourriture, ou aussi mieux travailler avec le compact. Eh bien écoute, c'est ce qui est prévu, donc avançons maintenant, descendons encore dans le 1 du 1 million de tokens, pour aborder les 3 couches de mémoire de Claude. Comme tu peux le voir ici, la conversation 1, c'est le post-it collé sur ton écran. La couche 1, c'est la zone ici où tu échanges avec lui. C'est ta discussion. Et plus tu avances, plus ta conversation grimpe vers sa deadline pour ensuite être compactée. Ta conversation est donc éphémère si tu veux. C'est la couche 1, c'est l'endroit où tu peux interagir avec lui, mais pas vraiment là où il va pouvoir retenir. Ok, une fois qu'on arrive en fin de discussion, donc la discussion qui est éphémère, on peut la compacter pour avoir un résumé. C'est super. Mais à chaque fois, on va dire ça, c'est une routine dans laquelle on va pas
pas avoir vraiment de sauvegarde. Par contre, indirectement, on peut en créer des sauvegardes, ce qu'on appelle les cloud.md. En gros, au lieu d'avoir un post-it qui est jetable, comme les conversations, on peut avoir un agenda qui est sur ton bureau, qui lui est ouvert et retient tes préférences, retient ton travail, retient certaines tâches. Là, pour le coup, c'est une couche qui est persistante. J'en ai déjà parlé justement dans la vidéo qui explique comment tu installes Claude et comment tu peux justement travailler avec n8n. Un .md, c'est une parcelle mentale. Une fois que tu as bossé avec Claude, que tu as travaillé avec lui, tu peux globalement lui dire « Ok, ce qu'on vient de faire là, je veux que tu le retiennes et que de manière indépendante de ma discussion, tu me crées un fichier qui va résumer notre processus. » Ça, c'est ce qu'on appelle une parcelle mentale. Et tu as le format .md, c'est du markdown. C'est un langage qui est compréhensible à la fois par l'IA parce qu'il est structuré, il est en français, et donc aussi pour les humains, pour que nous on puisse aussi travailler dessus et la modeler au besoin. Donc tu peux créer des parcelles mentales. Encore une fois, dans la vidéo dont j'ai fait mention, je te la présente et je te montre comment tu peux le faire. Donc cette couche 2, elle est en parallèle de la discussion. Tu peux la créer en parallèle pour qu'elle soit enregistrée sur ton PC, sur un dossier, enfin où tu veux, et faire appel à cette mémoire mentale, cette parcelle mentale, dès lors que tu en as besoin pour lui faire une piqûre de rappel parce qu'il va pouvoir lire, on va dire, une structure ou un événement qu'il a déjà pu vivre en amont. Et là, pour le coup, c'est automatique et ça reste toujours, c'est vraiment sa mémoire long terme. Sincèrement, voit vraiment son cerveau comme le nôtre. T'as une mémoire court terme, t'as celle-ci qui est persistante dans le sens où tu peux faire des rappels de mémoire parce qu'en fait, tu peux relire un document, c'est ce qui se passe littéralement avec le Claude.md, tu peux te remémorer un événement, une vidéo par exemple, et t'as aussi la mémoire long terme, ça qui est automatique. Si tu veux, c'est une mémoire qui se crée dans la racine où tu as installé Claude pour qu'il puisse se souvenir de certaines choses. Et bien ça, c'est automatique. Quand tu échanges, il va pouvoir se souvenir à peu près de ce que tu as fait, pas en détail, mais juste, il se souvient. Par exemple, si jamais tu parles avec lui, comme moi je le fais avec n8n, si je prends un Claude neutre, le Claude qui n'est pas mon compte, eh bien, je parle avec lui, je dis, crée-moi cette automatisation sur n8n, vu qu'il ne se souvient pas, il n'a jamais vécu l'expérience-là, il va dire, ok, ben, je t'envoie un point JSON, tu n'auras plus qu'à le copier, coller dans n8n, ça marchera. Alors que maintenant, moi, mon Claude qui est formaté à ça, qui a pris l'habitude, il va me dire, ok, je te l'ai déjà mis dans le dashboard. Autrement dit, il est au courant de comment je fonctionne, donc il a appris par rapport à l'expérience, comment moi je fonctionne. Quand je demande globalement de me créer une automatisation n8n grâce à Claude, il va donc me la créer et me la mettre directement sur mon n8n qui est hébergé. Tu vois l'idée? Donc c'est ça l'intérêt, c'est que tu vas avoir avec l'expérience et le temps dans tes discussions une mémoire qui va se créer, une petite mémoire qui va donc te permettre d'avoir des automatismes qui vont être implémentés directement dans ton Claude. Ça encore une fois, c'est littéralement comment fonctionne Claude, c'est la conversation qui est éphémère, c'est cette couche-là que tu peux rajouter avec de la persistance et c'est aussi l'ajout de sa mémoire automatique, d'accord? C'est la zone profonde, c'est la mémoire long terme. Et maintenant qu'on a vu absolument tout ça, qu'on a tout compris globalement, qu'on voit comment ça fonctionne dans la théorie, concrètement, quel est le meilleur choix? Est-ce qu'on doit compacter? Est-ce qu'on doit changer de discussion? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quelle situation on doit faire les choses? Ça encore une fois, ça demande de l'expérience, ça demande encore un peu de travail, ça dépendra aussi de tes habitudes, enfin voilà. Moi j'utiliserai globalement comment je fonctionne dans Claude, comment je fais pour avoir à chaque fois des réponses qui sont intéressantes et qui me permet, comme je peux le rappeler juste ici, d'avoir on va dire un contexte qui ne pourrit pas, entre guillemets, dans lequel je peux vraiment travailler de manière efficace et profiter de l'intelligence de Claude à son plein potentiel, en tout cas à son maximum actuellement. Et donc éviter justement cette dégringolade ici de contexte, cette pourriture de contexte à long terme, surtout quand le contexte devient de plus en plus long. Et on finira là-dessus. Certes, c'est beaucoup de théorie, mais sincèrement, une fois que tu l'as comprise, tu vas vraiment scale et tu verras une progression entre ton état A et ton état B après cette compréhension-là. Il nous reste maintenant plus qu'un seul slide. Et avant de finir, cette vidéo-là est aussi sponsorisée parce que c'est aussi ça qui me permet de faire la création et de continuer tout ça. Elle est sponsorisée par Hostinger, un partenaire qui me fait confiance et en qui j'ai confiance aussi depuis 2020 et qui vous permet à vous qui commencez à automatiser, à vous lancer dans le monde de l'IA, de comprendre les bases comme les bases de l'IA, l'automatisation, automatisation IA, agent IA, grâce à un seul outil, n8n, et ensuite se développer du côté Claude pour la partie plus technique et la partie, on va dire, d'automatisation agentique. Là, pour le coup, si vous voulez avoir ces bases-là, l'outil n8n dans lequel j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne est disponible. Vous pouvez l'avoir et il est accessible à un prix, entre guillemets, assez cher, 24 €, 60 € par mois, simplement pour l'héberger. L'outil que j'utilise pour vous former à ce niveau-là, donc vous avez la formation gratuite ici et payante juste ici, et bien Hostinger propose le même service, simplement 4 fois moins cher. Donc vous allez simplement regarder la vidéo là pour l'installation. Je vous montre comment ça se fait en moins de 4 minutes. Grâce au lien là, vous pouvez donc accéder à la page là. Vous prenez ce qu'on appelle un VPS, un serveur privé qui vous permet d'héberger un outil comme n8n. Vous cliquez sur sélectionner. Vous pouvez prendre autant de mois que vous voulez, 1 mois, 12 mois, 24 mois. Si vous prenez de plus de 12 mois, vous avez donc un code promo. Par exemple, ici, si vous mettez le code promo Aurélien, #ad, clac, vous l'appliquez. Vous passez donc à 207 € pour 2 ans. Vous faites des calculs, 200 € sur 2 ans, c'est beaucoup moins cher que 24 ou 60 € par mois. Donc il y a vraiment un gain. Vous cliquez sur n8n ici, vous pouvez payer et ça va installer en un seul clic directement n8n à distance sur Hostinger. Encore une fois, si vous voulez vous lancer, je vous encourage à passer par n8n
au début pour comprendre les gros codes et derrière booster ça par Claude et utiliser Claude pour aller beaucoup plus loin. C'est vraiment pour la pédagogie et vous lancer parce que c'est visuel, c'est concret and mitten. Pour l'installation complète, tout est décrit ici pour vraiment aller en profondeur. Le lien est disponible en description juste ici pour avoir accès à la promotion et aussi au code Aurélien pour mettre 10% dessus. Je vous remercie du fond du cœur et passons maintenant à la dernière étape pour vous conseiller maintenant sur quel choix faire en fonction de quelle situation dans vos conversations avec vos IA. Clac, on arrive sur le pilier, le numéro 1, on est ici, clear ou compact. Waouh. Effectivement, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi une commande qui s'appelle /clear. La commande /clear, en fait, elle va permettre de pouvoir supprimer la conversation. C'est comme si vous changiez de conversation. Je vous montre ça. Voilà une des discussions que j'ai pu avoir avec Claude pour faire cette vidéo aussi, justement. Si jamais je fais contexte, regardez, là j'ai consommé quasiment 200 000 tokens, donc plus de 18% de ma fenêtre de contexte. Et là, on peut voir ce qui s'est passé. Et bien, effectivement, ce qui me coûte beaucoup, c'est les messages, d'accord? Que ce soit les miens ou les siens. Ça, c'est mes prompts. Mais ça, vu qu'il a écrit, ça me coûte aussi en token, d'accord? Là, si je veux qu'il se souvienne de ce que j'ai pu faire ici, je peux donc créer un .md, je peux aussi compter sur sa mémoire interne, mais qui va pas du tout prendre en compte mon contexte, ou alors je peux quitter ma conversation et lui faire un résumé. Donc tu as deux solutions, le /clear ou le compact. Le /clear que tu peux faire ici, c'est pour nettoyer la conversation, ça revient approximativement à en rouvrir une nouvelle. On repart de zéro, simplement, on va donc avoir la mémoire long terme qui sera dans notre racine Claude, mais le reste est inexistant. Ou alors on peut volontairement compacter. Je te déconseille, comme on a pu le voir, d'attendre l'auto-compact. Attendre l'auto-compact, en fait, c'est accepter d'arriver tout au bout et d'avoir finalement la bosse la plus creusée. Donc c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va avoir un contexte le plus dégradé. Là, actuellement, par rapport à notre Claude 4.6, même si on peut aller jusque 1 million de tokens, je vous encourage, et ce qui a été entre guillemets encouragé par la communauté, c'est d'arriver entre 300 et 400 000 tokens maximum par conversation avant de compacter. N'attendez pas l'auto-compact pour faire un résumé. Compactez-le manuellement, donc prêtez attention au compact, prêtez attention à votre consommation en tokens pour justement voir les choses là. Donc le bon réflexe à avoir ici, par exemple pour ces modèles avec 1 million de tokens, c'est dès lors que vous voyez que vous atteignez par exemple 30 à 40% de votre quota de tokens, parce que justement c'est à ce moment-là qu'on va avoir une bonne fenêtre de contexte, mais on va aussi limiter la dégradation. Plus on va loin, plus on va atteindre ce fameux crash, et ce crash qui a lieu ici avec Opus 4.6 par exemple, il a lieu on va dire de 256 vers le 1 million. Là on va dire sur le premier quart on dégrade de quelques pourcents, mais là on voit que la dégradation est beaucoup plus forte, d'accord? Donc dès lors que vous atteignez par exemple les 30 à 40% maximum, pensez à compacter. Mais maintenant quel est l'intérêt de compacter plutôt que de changer de discussion? En général quand vous lancez un projet Claude, ce que vous faites, vous avez donc un plan d'action. Claude est très cartésien, il est très scientifique. Vous avez étape 1, étape 2, étape 3. Voilà la première étape pour le premier plan. Ok, étape 1, tu dois faire ça. Donc tu lances une nouvelle discussion. Tu vas donc te focus sur l'étape numéro 1. Je dois faire ça. Voilà mon contexte. Donc tu rappelles à peu près ce que tu as fait en amont, ce que tu comptes faire. Et là, tu y vas. Et on va dire que tu auras donc une fenêtre, donc une conversation qui est dédiée à l'étape 1. Une fois que tu arrives à la fin, c'est super. Tu peux donc passer l'étape 2 en faisant un /clear. Hop là, je clear, je recommence une discussion. Ou alors si jamais tu veux, on va dire, continuer ta discussion avec son plein potentiel, tu peux donc lui demander de compacter à la zone justement dont j'ai fait mention pour favoriser la sauvegarde du contexte. Donc soit tu fais un /clear, mais avant de faire un /clear, tu lui demandes de faire un résumé de ta discussion. Tu fais un /clear, tu dis voici le résumé, maintenant je veux ça, d'accord? Tu repars de zéro sur des bases propres avec un nouveau contexte. Ou alors, si jamais tu vois que tu as dépassé le quota et que ça commence à se dégrader, tu fais un compact, mais tu peux faire soit un compact, juste compact. Donc l'IA va juste se dire ok, j'ai 400 000 tokens à résumer, c'est parti, j'ai fait un résumé. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que on peut faire un compact avec une instruction. Ça, c'est la force aussi. Là, par exemple, ici, je pourrais dire de compacter. Il va donc compacter l'historique de mes messages. Mais est-ce que, à l'heure actuelle et pour la suite, j'ai besoin d'avoir tout le contexte pour progresser? En général, non. C'est ce que tu viens de faire à l'instant. Moi, j'avais donc travaillé en fin de session sur la compréhension de l'effet de pourriture avec le test des 8 aiguilles dans la botte de foin. Et bien, je pourrais faire pareil. En fait, je pourrais donc faire un /compact. Et au lieu de laisser le hasard faire les choses, donc il compacte absolument tout, me faire un résumé de tout, englober ce qui me sert à rien maintenant dans mon compact, je peux lui dire compact, et là je rajoute une instruction. Typiquement, tu vas compacter, mais tu vas te focus principalement sur les tests et les résultats des tests de l'aiguille dans la botte de foin. Je fais entrer. Là donc il va prendre ma discussion de 180 000 tokens, il va donc la compacter pour garder le contexte pour que je puisse avancer, mais en se focusant principalement sur ce qui m'intéresse encore. Tu vois l'idée? Comme ça on repart pas de zéro, comme avec un /clear, on repart d'une base qui est compactée par l'IA, mais pas compactée de manière autonome dans le sens où on a une grosse discussion qui est condensée. Non, on l'a, on va dire, compactée à un endroit
l'endroit où on sait que c'est optimal, 30-40%, et on va la focus maintenant sur la partie qui est intéressante pour nous. Comme ça, on va raccourcir encore davantage nos quotas de tokens, et là, pour le coup, les interactions qu'on va pouvoir avoir avec elle vont être beaucoup plus pertinentes parce que elle va se focus sur le principal, pas sur un résumé de résumé de résumé, mais sur un résumé focalisé sur ce qui nous intéresse pour qu'elle ne se disperse pas, d'accord? Et là, ça y est, tu vois, ça a bien compacté. On peut regarder le résumé ici. On voit bien qu'il parle du benchmark du test des 8 aiguilles, super, avec les différentes IA concernées, et un petit récap sur ce que j'ai pu faire avant, mais globalement, c'est bien centré sur ce que je veux. Maintenant, si je fais un slash contexte, vu qu'il y a déjà des tokens dans ma discussion, hop là, je regarde, on est donc passé de 180 000 à 10 000. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Globalement, tu as entre 5 et 10% qui est restant. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux reparler avec elle et c'est reparti. Et là, pour le coup, je travaille intelligemment avec mon cerveau, mon IA, mon Claude. Donc, quand tu finis une étape, quand tu as une tâche qui est terminée, quand c'est un nouveau sujet, quand ton Claude commence à faire n'importe quoi, là, je te conseille de faire un slash clear, mais avant, tu te demandes, résume-moi ce qu'on a fait dernièrement, les parties qui sont intéressantes, tu reprends une nouvelle discussion avec un slash clear, et là, pour le coup, tu le recolles, on va dire, le mini contexte, et tu la repromptes, et ça devrait marcher, parce que elle va se baser simplement sur les points MD que tu aurais pu faire, donc sur ces parties mentales qu'on aurait pu créer en amont, et aussi sur l'auto-mémoire qu'il aura donc gardé, c'est ton meilleur pote, c'est ce qu'il a gardé dans ses fichiers sources, ok? À l'inverse, imaginons que tu veux conserver ton appartement, tu veux rester dedans encore, tu veux juste simplement le ranger et garder l'essentiel. Moi, je t'encourage, eh bien, à faire ce compact manuellement, donc à prêter attention à là où tu en es dans ton compact, de l'appliquer à un checkpoint, donc tu as fini, on va dire, une sous-tâche d'une grande tâche, ok? Tu as fini la partie là, reprenons maintenant à une nouvelle tâche avec ce contexte-là. Tu le fais donc quand tu as besoin de place, si jamais tu sais que tu as aussi beaucoup lui parler, là, tu peux donc prévoir de compacter pour ne pas dépasser le million et donc devoir faire un auto-compact. Ou alors, si jamais tu es au milieu de ta tâche, tu vois bien que là, tu as déjà consommé 30-40%, tu veux garder à peu près ce que tu as déjà fait, donc là, tu compactes. Moi, j'encourage généralement à toujours compact avec une instruction et à faire un slash clear si jamais c'est vraiment le bordel comme j'ai pu l'écrire à gauche. Maintenant qu'on a vu ça, on peut dézoomer tout ça et se reposer la question de c'est quoi l'intérêt d'avoir donc une fenêtre aussi longue ou d'avoir 1 million de tokens si c'est pour n'exploiter que 30-40% si on échange avec elle. Et bien l'intérêt c'est de minimiser cet effet de téléphone arabe, d'avoir un grand contexte, même si on sait qu'on va avoir le fameux mur de pourriture et typiquement ça ouvre aussi les portes à d'autres niches, des secteurs d'activité où tu as des gros documents, tu aimerais donc avoir une base sur lequel travailler, tu peux donc faire ce qu'on appelle un système RAG, ça sera toujours mieux, d'accord? J'en ai déjà aussi parlé dans des vidéos, j'en mettrai juste ici comment tu fais un système RAG dans NU10, ok super, mais là pour le coup, tu peux donc, on va dire, envoyer ça à Claude pour qu'il puisse globalement comprendre le contexte sur un gros document et derrière te répondre. C'est donc intéressant pour des secteurs par exemple éducatifs, le secteur médical, tu as des secteurs qui sont donc intéressants et dans lesquels, on va dire, le million de tokens est donc vraiment pertinent, mais globalement, pour nous qui travaillons comme ça, c'est donc juste intéressant parce que tu vas pouvoir prompter plus loin, tu sais qu'il y a un risque, mais maintenant tu sais comment aussi optimiser ce travail-là, comment minimiser ces risques-là, et je pense sincèrement que tu es donc passé d'un état A à un état B, et j'espère du fond du cœur que maintenant tu vas pouvoir exploiter le plein potentiel de Claude Plus 4.6 ou Claude Sonnet 4.6, enfin voilà, ces nouvelles IA qui ont un contexte beaucoup plus grand qu'avant. Encore une fois, avant de te laisser partir, je t'encourage vraiment à réserver un appel avec moi si tu as besoin, que ce soit pour ton entreprise, pour de la formation, pour du coaching, pour l'automatisation. Je suis disponible tous les jours de midi à 14h, le lien est disponible en description. Tu prends rendez-vous Calendly, tu réserves bien l'appel et tu cliques bien sur oui, je viendrai. Je t'encourage aussi, si tu as kiffé, à commenter évidemment, à liker, t'abonner, mettre la cloche, booster les vidéos, t'intéresser aussi à mes produits, à ma formation, à ce que je peux proposer aussi en off. Et évidemment, comme l'a déjà fait plus de 7000 personnes dans la communauté, nous rejoindre sur le School pour donc avoir accès aux ressources et aussi au live. Je t'attends moi dimanche 19h, heure française. On pourra échanger. Et sinon, à tout de suite dans l'espace commentaire. Je te laisse directement avec la vidéo là dans laquelle je te montre comment tu peux faire ton premier agent IA grâce à Claude, un agent qui est résistant 24 heures sur 24, 7 jours sur